prêt pour quelqu'un. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être si nombreuses et nombreux à cette conférence, nouvelle conférence de ce cycle de conférences géopolitiques de votre premier salon du livre d'Alma Librairie Bastia. D'abord, je tiens à remercier une nouvelle fois nos partenaires institutionnels qui sont bien évidemment la ville de Bastia qui met les locaux à notre disposition, ainsi que la collectivité de Corse, ainsi que le conservatoire de Corse Henri Thomas qui a fait l'ouverture avec l'Aude à la joie, traduite par Yanter Amouroui. Et enfin, merci à vous d'être là, public, lecteurs, passionnés de géopolitique, auteurs, autrices, parce que sans vous, il n'y a pas de salon du livre, et notamment sans cet immense honneur que nous avons ce soir, au sein de ce premier salon du livre de Bastia, de recevoir Marek Alter. Marek Alter, sachez que c'est pour nous presque une joie inespérée, et pourtant dans l'inespéré, il y a toujours de l'espérer puisque vous êtes là. On ne savait pas, et vous êtes là. Comme quoi, parfois, il suffit de cheminer et d'avancer pour que les choses se fassent, et nous sommes heureux et fiers de vous avoir avec nous. Marek Alter, je vous présente en quelques mots. Il est auteur, entre autres, de La Juive de Shanghai, qui est son dernier roman que vous trouverez ici, mais également La Bible au féminin, Un monde sans prophète, Réconciliez-vous, un ouvrage qui veut marier les différentes approches de certaines croyances, de certaines religions, dans une sorte de syncrétisme, pourquoi pas humaniste et créatif. Marek Alter, aujourd'hui, vous allez répondre avec nous à une question que nous vous avons posée, une question d'ordre géopolitique. Nous connaissons vos affinités avec Vladimir Poutine, par exemple, et donc qui d'autre pouvait répondre mieux que vous à cette question, Marek Alter? La Troisième Guerre mondiale aura-t-elle lieu? Marek Alter, vous aurez comme questionnant, après une trentaine de minutes de présentation de la question et d'éléments de réponse, Paul-François Paoli, qui est ici et qui est journaliste au Figaro littéraire, auteur de quelques ouvrages, notamment Corse-France, Je t'aime moi non plus, et un ouvrage à paraître, L'histoire de la Corse française, de Sampiero Corso à nos jours. Paul-François Paoli vous posera ensuite quelques questions, 2 ou 3, et puis nous ouvrirons l'échange avec vos lecteurs, vos auditeurs, votre public, Marek Alter. Je vous laisse donc la parole. C'est Christophe qui m'a imposé ces sujets. C'est comme si on pouvait savoir quel temps il ferait d'ici une semaine, 2 semaines, on se trompe toujours. Vous savez, on nous annonce la pluie, puis la pluie ne vient pas, et ainsi de suite. Déjà, Kissinger raconte que quand Khrouchtchev a installé les fusées à Cuba, donc les conseils de la défense s'est réunis, tous les généraux, les chefs de la CIA, et Kennedy, John Kennedy, à l'époque président, est venu, il a dit: calmez-vous, d'abord, essayons de comprendre pourquoi. C'est intéressant cette anecdote. Il s'est fait qu'un mois avant le déclenchement de la guerre, nous étions, ma femme Marianne et moi, à Moscou pour fêter mes 86 ans. Il y a 32 ans, j'ai créé les premières universités occidentales en Russie post-communiste. À l'époque, c'était Gorbatchev et Mitterrand qui avaient signé les accords. Et à cette occasion, donc il y a 32 ans maintenant, presque 33 ans, j'ai rencontré un jeune maire adjoint de Saint-Pétersbourg
qui s'appelle toujours Vladimir Vladimirovitch Poutine. Les deux universités sont deux universités françaises. Nous avons plus de 30 000 diplômés de jeunes qui connaissent la France, qui parlent français avec moins d'accent que moi. Extraordinaire. Et l'université à Moscou, elle se trouve presque en face du Kremlin, dans les anciens locaux de MGU, de l'université de Moscou, la plus prestigieuse, la plus ancienne université en Russie. J'ai invité Poutine, puisque je le connais depuis 32 ans, on se dit battu, c'est pas un copain, on se tape pas sur le dos, encore qu'avec les Russes, on se tape sur le dos. On se caresse pas, on se tape sur le dos. Et il est venu. Hein? Je lui ai dit, vous avez qu'à traverser la rue. Hein? Il est venu avec notre ami, son porte-parole. J'étais témoin à son mariage. Vous voyez souvent à la télévision, qui s'appelle Dmitri Peskov. Il a une belle gueule. Mais on parlait déjà d'une guerre éventuelle. Et il est venu pour 5 minutes, symboliquement. Il a laissé son ministre de la Culture de lire un texte très sympathique à mon égard. Et je lui ai demandé, Vladimir Vladimirovitch, il y aura une guerre avec l'Ukraine? Et là, il m'a répondu, il m'a dit, vous savez, Marek, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique, qui malgré tous ses défauts et le goulag, a su réunir 73 ethnies, nationalités, dans un même élan patriotique, n'a pas de cœur. Mais celui qui voudrait un jour le reconstituer n'a pas de tête. Moi, j'ai pris ça à la lettre. Nous rentrons à Paris. On me demande à la télévision, vous avez vu Poutine, oui. Est-ce qu'il y aura la guerre? J'ai dit non, bien sûr. Et je me suis fait avoir. Comme quoi, je me suis fait avoir, et pas tout à fait. Parce que nous sommes retournés au mois de juillet, donc c'était déjà en pleine guerre, voir Lavrov, puisque moi je n'abandonne pas. Je pense qu'il faut arrêter la guerre. Partout où il y a la guerre, il faut transformer les armes en paroles. Quand on se parle, on arrive à une solution. Quand on s'entretue, on arrive à la mort. Ce sont deux voies pour résoudre un conflit tout à fait antinomique. On voit Peskov et il me dit oui, il faudrait. Tu t'es pas fait avoir par notre président parce qu'un mois avant, il ne savait pas encore qu'il déclencherait la guerre. Alors j'ai dit, alors qu'est-ce qui est arrivé pendant ce mois-ci? C'était le 27 janvier, mon anniversaire, et le 24 février, hein, l'armée russe passe la frontière. Alors, Peskov me dit, il y a des guerres préventives. Et il me lâche à la figure la guerre des 6 jours pour Israël. Israël n'aurait pas lancé la guerre, il n'y aurait pas eu d'Israël aujourd'hui. Je dis, bon, Israël c'est un tout petit pays, c'est rien. C'est-à-dire la Russie, c'est le plus vaste pays du monde, regardez la carte. 3 fois la Chine. Personne n'a jamais pu occuper depuis Genghis Khan, en passant par Napoléon. Il faut relire Tolstoï, La guerre et la paix, c'est extraordinaire. On ne peut pas, il faut au moins 5-6 millions de soldats pour occuper cet espace immense qui commence par la guerre de la mer Noire, la mer Blanche, et qui termine par les fleuves Amour, la frontière avec la Chine, et plus loin encore, le Japon.
immense. Et puis, je lui dis, bon, tu peux quand même me dire des choses, puisque tu es le porte-parole de Nachalnik, c'est-à-dire du chef. Tu sais, je lui dis, il y a une phrase qui m'a frappé dans un livre que j'ai lu, qui dit que toute guerre commence par la volonté de celui qui commence la guerre ou par celui qui la rend incontournable. Alors il réfléchit, il m'a dit, c'est écrit où? Je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit Montesquieu. Quel livre Montesquieu? J'ai dit, les lois. Voilà. J'ai vu dans son regard qui s'était illuminé, il demande à ses secrétaires d'aller chercher dans le Google la phrase exacte. Elle revient et dit on ne trouve pas. Le lendemain, on rentre à Paris, je demande à mes assistants de chercher, on ne trouve pas. J'ai dit cherchez encore, et enfin, ils trouvent. Attribué à Montesquieu par Marie Alter. Comme quoi rien ne se fait dans cette machine qui s'appelle Google. Donc, qu'est-ce qui a déclenché que l'OTAN a essayé ou a prévu l'installation de bases militaires à la frontière, contrairement aux décisions, aux accords du Minsk? Peut-être, j'en sais rien. Pour moi, c'était clair. Il y a les gens commencent à tuer, surtout des gens que je connais. Je connais les Ukrainiens, je connais Zelensky, un peu moins bien que Poutine, encore que nous avons inauguré ensemble le monument à Babia. C'est l'endroit où on a massacré 34 000 juifs en 24 heures. Il fallait le faire, à coups de balle. C'est ce que les pères des bois appellent la Shoah par balle. Et puis je connais les Russes, disent il faut faire quelque chose. Alors, je téléphone, on a organisé une sorte de comité. Aujourd'hui, c'est difficile de créer des comités parce qu'il n'y a plus de militants, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de prophètes. La Bible en avait que 12. 12. La plupart ont été échoués par le roi. Et puis les dernières, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de chef charismatique. Il faut vivre avec son âme. Et ce qui existe, continue à exister, ce sont des religions. Les gens ne peuvent pas vivre sans espoir, sans rêve. Ils ne peuvent pas. Nous savons depuis notre enfance qu'un jour, comme papy, comme mamie, on va mourir. La perspective n'est pas joyeuse, même si on peut vivre aujourd'hui, comme mon ami Edgar Morin, 102 ans. C'est pas mal, 102 ans. Hein? On lui a téléphoné hier, 102 ans, bravo. Donc, il me reste encore quelques années. Alors, donc, nous avons réuni les représentants de la plupart des religions représentées en France, y compris des bouddhistes, des baptistes, des orthodoxes grecs et des orthodoxes russes, bien sûr les juifs, les catholiques, les protestants, etc. Et on s'est dit, on va intervenir. C'est un peu comme les manches-clous d'Albert Cohen. Il y a des manches-clous qui décident d'aller s'opposer à la guerre. C'est pas mal de gens enthousiastes. Et je me suis rendu compte que notre démarche, c'est la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que notre démarche n'était pas populaire.
comme si le mot paix avait perdu de son attraction. Jésus disait, paix sur vous, en de bonne volonté. Shalom, c'est le mot le plus répété dans la Bible. Salam aleikum. Shalom aleikum, c'est la même chose dans l'hébreu. Or, aujourd'hui, quand on parle de la paix, on dit, attends, tu ne serais pas pour Poutine? Alors, mes amis religieux, du coup, ils ont peur de manifester leur désir de la paix pour ne pas être traités de soutien à l'agresseur. Une situation très paradoxale. C'est la première fois. J'ai participé à tous les comités. On a fait avec Yves Montand et Bernard Kouchner le bateau Île des Lumières pour sauver les Vietnamiens qui étaient en train de se noyer dans la mer de Chine. En Algérie, je ne parle pas d'Algérie. Toutes les guerres, on les a fait. Il y avait toujours des gens pour manifester. Toujours. Là, personne. Il y a quelque chose qui a changé. Alors, arrive Christophe, adorable, je ne connaissais pas, il me téléphone. Voilà. Je vous invite à Bastia. J'aime la Corse. J'aime la Corse parce que les Corses aiment le langage, aiment la parole. La seule, il y a une phrase dans la Bible qui est très belle, c'est de quel prophète déjà? C'est pas Isaïe, ça va me réveiller. Il parle au nom de Dieu, il dit, prenez les mots pleins de mains et revenez vers moi. C'est très beau. Prenez les mots pleins, les mots, et venez. Les mots. Et un groupe humain qui adore les mots est moins violent que ceux qui n'aiment pas les mots. Il y a Freud, on a demandé à Freud quand est-ce qu'il a commencé la civilisation, puisqu'on parle de la civilisation, des civilisations, etc. Quand est-ce que ça a commencé? Alors Freud réfléchit, il dit, quand je m'imagine, dit-il, deux sauvages, chacun une pierre dans la main, ils vont s'entretuer. Et puis d'un seul coup, un des deux jette la pierre, et au lieu de jeter la pierre sur son adversaire, lui jette une insulte. Là commence la civilisation. On remplace les gestes des violences, la pulsion de mort, par autre chose, par quelque chose qui peut être comprise par tout le monde. Un mot. Un mot. C'est pas grave, on s'en suit. Dans toutes les familles, on s'en suit. Et après, on s'embrasse. Et puis, on se marie parfois. Entre-temps, donc nous avons terminé la petite histoire, et on a donc pensé à une caravane interreligieuse pour la paix. On a loué un car, on a décoré avec une banderole, on s'est fait photographier à la presse, à la télévision. Il y a, tous les religieux étaient habillés selon leur rite, comme on dit, c'est l'habit qui fait le moine. Et puis on n'a pas pu partir parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut traverser les frontières, parce qu'on pensait aller en car, traverser les frontières pour aller jusqu'à la Pologne, des Pologne jusqu'au Kiev. Ensuite, passer la frontière avec la Biélorussie pour aller à Minsk, et de Minsk aller à Moscou. On a prévenu, donc j'ai prévenu Zelensky et Poutine, il était un peu surpris. Zelensky, déjà dès le début, m'a fait dire que bien sûr nous sommes les bienvenus, mais à condition qu'on amène la tête de Poutine avec nous.
difficile, sauf si on va au musée Grévin pour leur demander d'en fabriquer. Et puis, on n'a pas dû partir. Alors du coup, on a une autre idée, des amis, c'est les patriarches de l'Église orthodoxe d'Istanbul, nous a donné une idée, il dit pourquoi vous ne prenez pas des bateaux, 3 bateaux de pêche qui partent de Bosphore, sur le plan visuel c'est beau, c'est fort, avec des grands banderoles, paix en russe, en ukrainien, en français, en anglais, et même en turc, Paris. Vous prenez la côte bulgare, après roumaine, jusqu'au Constanța, et vous prenez la route d'Odessa et Sébastopol. Donc on est allé à Istanbul avec Marianne, avec des amis, on a loué les bateaux nous attendent, mais je me suis rendu compte que l'enthousiasme de mes participants s'est effrité. Ils n'y croient pas. C'est fou. Surtout pour les gens, pour les croyants, pour les gens de foi. Ce sont des gens qui doivent croire à Dieu, voudrait qu'on vive ensemble. Dieu a créé l'homme à son image, quel qu'il soit, noir, blanc, rouge, etc., musulman, chrétien, juif, etc. Sinon, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de foi. Ça c'est. Je suis le seul encore à secouer l'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Entre-temps, le monde change. Le monde dans lequel a commencé la guerre, donc il y a 500 jours, aujourd'hui, ou je ne sais pas, il y a quelques jours, il y a 500 jours, n'est plus la même. Avant, on pouvait parler d'une guerre mondiale parce qu'il y avait 2 puissances face à face. Il n'y avait plus d'idéologie. Ça veut dire qu'il y a d'un côté un système libéral, mais le système libéral a gagné le monde entier. C'est ce qui a fait dire à Hamilton que c'est la fin de l'histoire. C'est comme il n'y a pas d'affrontement, il n'y a plus d'histoire. L'histoire s'est faite, c'est la dialectique des Hegel. J'avance, quelqu'un résiste, et ça crée une troisième issue qu'on n'avait pas prévue. Mais là, si tout le monde est d'accord, et puis il n'y a pas d'histoire, il n'y a plus de guerre, tant mieux. Or, ce qui a changé, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas plus d'idéologie ou de rêve collectif qu'hier, mais les forces en présence ont changé. Ceux qui sont derrière l'Ukraine et qui sont donnés comme objectif non pas tant de gagner la guerre, mais de détruire Poutine, c'est l'Occident. 37 pays qui sont retrouvés en Lituanie, là, sous l'égide de l'OTAN. C'est la civilisation blanche. Ils sont tous blancs. Pas tous blancs, mais tous blancs. Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de tout. Ça, voilà. Ça représente 1,2 milliard d'individus. Et les autres, nous sommes plus de 7 milliards sur cette terre. Les autres se regroupent. C'est intéressant ce qui se passe. Ils se regroupent non pas parce qu'ils ont quelque chose en commun. Ils ont quelque chose en commun. Ils nous détestent, nous, les hommes blancs. Parce que nous n'avons pas su se faire aimer. L'amour, c'est pas j'arrive, je souris à une femme, et ça y est, elle est mienne. Pas du tout, il faut faire l'effort. Nous avons occupé l'Afrique, nous, la France, pendant un siècle et demi. C'est grâce à nous que les Africains peuvent communiquer entre eux en français. C'est grâce aux Anglais que les hindous peuvent communiquer entre eux, parce qu'ils ont des dialectes.
ils parlent en quelle langue? En anglais. Mais nous n'avons pas su les continuer à vivre avec eux. Nous sommes devenus arrogants. On s'est dit, on vous a donné Voltaire, Diderot, Montesquieu, etc. Vous devez nous remercier. On a oublié qu'eux, dans leur vie primitive, ils ont aussi inventé des valeurs, des mets, des plats, des cuisines, traditions, des danses, des chants. Même le cinéma c'est pas aujourd'hui seulement Hollywood. Il y a Bollywood qui produit plus de films que Hollywood. Et maintenant il y a des films qu'on fabrique en Afrique, en Amérique latine. Donc, on a créé une sorte de barrière avec ceux qui auraient dû être nos amis, puisqu'on a vécu ensemble pendant tant d'années, tant des siècles. Et cette guerre d'Ukraine et cette mobilisation de l'Occident dans la haine de la Russie, qui est porteuse d'une partie de notre culture. La Russie n'était jamais démocratique. Ça passe que c'est. Je fais une petite parenthèse. Quand Solzhenitsyn est sorti du Goulag, il est parti en Amérique, vers Vermont. Donc il s'est arrêté pour quelques jours à Paris. Donc ses amis m'ont demandé d'organiser une rencontre entre lui et des intellectuels français. À l'époque, il y avait des intellectuels encore, il y avait Derrida, il y avait Bourdieu, Deleuze, etc. Bon, des gens qui battent. Donc, j'ai réuni tous ces gens. Ils ont posé des questions à Solzhenitsyn. Et ils étaient déçus. Une déception extraordinaire. Parce que Solzhenitsyn n'était pas un démocrate. Pour lui, c'est pas sa tradition. Il nous a même répondu, je crois que c'est la question de Bourdieu. Bourdieu a dit, quand vous étiez au Goulag, à un moment donné, vous n'étiez pas désireux de voir Staline tomber sous une bombe allemande. Une question provocante. Et Solzhenitsyn dit non, le contraire. Quand dans notre camp, parce que le Goulag, c'est plusieurs camps. Il y avait un camp des politiques, prisonniers politiques. On a appris que les nazis étaient au port de Moscou. Nous sommes presque tous inscrits pour aller défendre la patrie. S'en foutaient, c'est la patrie qui était en danger. C'est-à-dire la démarche est complètement différente. Or, nos dirigeants n'ont jamais lu La guerre et la paix de Tolstoï. Et pourtant, les premières 22 pages de Souffret sont écrites en français dans les textes. Les Russes adorent la France. Adorent la France. Gogol, Tourguenieff qui habitait ici, en France, pas loin de Paris. Il y avait une incompréhension absolue, ce qui a mené aujourd'hui à ces regroupements. La semaine prochaine, il y aura une conférence en Afrique du Sud, des BRICS. En Afrique du Sud, Johannesburg. Les chanceliers allemands est allé exprès pour demander au président sud-africain d'arrêter Poutine quand il viendra, et l'autre l'a renvoyé père. Il y a ces réflexes d'anciens colonisateurs. Nous avons droit de demander, d'exiger. Non, qui es-tu? Qui es-tu? En Afrique du Sud, il y a plus d'habitants qu'à l'Allemagne. Ils ont des richesses. Et ils ont montré que les Blancs et les Noirs devaient vivre ensemble et travailler ensemble. Et gagner des matchs de football et de basket. Le monde change. Donc, nous avons d'un côté l'Occident et de l'autre côté
tout ce qui n'est pas l'Occident. C'est une situation paradoxale. Alors, est-ce que tout ce qui n'est pas Occident est prêt de faire la guerre avec ce qui représente l'Occident? Je ne pense pas. Personne n'a envie de mourir. Et est-ce que les Occidentaux sont prêts de mourir? J'ai demandé à notre président, j'ai le privilège de pouvoir lui dire de temps en temps un mot, et la déception parce qu'il m'écoute jamais. Attends, c'est moi qui l'ai incité à téléphoner à Poutine au début et ça marchait. Maintenant, il traite Poutine d'assassin, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que pour qu'il y ait une guerre mondiale, il faudrait que l'Occident tout entier s'engage dans la guerre? Il ne suffit pas d'envoyer des balles, des bombes à fragmentation, des fusées à longue portée pour que les Ukrainiens meurent. Après 500 jours de guerre, il y a 500 000 morts d'après l'ONU, de deux côtés. 500 000, c'est beaucoup. Et nous n'avons toujours pas déclaré la guerre à la Russie. C'est ça, quand moi j'étais dans les ghettos, mon père, je me souviens, parlait, il disait, on est sauvé, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à Hitler. Ça va sauver, c'est les Russes qui nous ont sauvé. Mais personne n'a déclaré la guerre, même pas l'Amérique. On envoie les pauvres Ukrainiens, on leur envoie des armes qui sont payées par l'Europe. Ces armes, on envoie sont payées. Alors, à ces rythmes, ça peut continuer longtemps, tant qu'il y a encore des combattants en Ukraine. Et je comprends le désespoir de Zelensky. Je comprends. Il dit engagez-vous. Il veut engager les autres par force. Dès qu'il aura sa fusée longue portée, il la lâche sur une ville russe. Qu'est-ce qu'il faut? Donc la situation, elle n'est pas désespérée, elle est désespérante. Elle est désespérante pour des gens comme nous pour qui la vie représente un univers. Un livre, c'est une vie. Vous mettez ça sur une étagère de bibliothèque, vous mettez une vie. Vous rendez hommage à une vie. C'est comme si on brûlait les bibliothèques. C'est pas par ça. Il a brûlé les livres. Vous avez brûlé les livres. On brûle les mots. Les langages qu'on utilise. Donc, je ne crois donc pas à une guerre, ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale, qui signale que la guerre froide était déjà la Troisième Guerre mondiale. Parce que là, c'est vrai qu'il y avait deux groupes qui s'affrontaient sur le champ de la bataille. Il y avait la Corée, l'Allemagne, combien des bombes en fragmentation des Américains ont lâché sur la Thaïlande. Mais j'ai vu désespérant pour quelqu'un qui est né dans la guerre. Et il y a l'âge de 4 ans, j'ai pu ramasser les squelettes, les enfants squelettiques, dans les petites charrettes tirées par des hommes aussi squelettiques que les morts. Et ils ont jeté les cadavres sur l'autre. C'est dire que
on montre pas à la télévision, c'est ça qui est extraordinaire. On ne voit pas seulement, c'est aussi la première fois. Comme si on avait peur de les montrer pour ne pas susciter ces désirs de l'idée. Que nous portons pour nous. C'est ça, donc là, il y a une suggestion à propos de ça. J'espère que les élèves ont 3 petits bateaux de pêche pourront quand même quitter le sort et qui vont le avec la piscine. Et ça va peut-être réveiller la volonté de la paix. Mais c'est difficile. Donc là, j'aime cher Christophe, je n'ai pas la réponse. Oui, il y aura une guerre. Non, il y aura pas. Il peut y avoir une guerre qui prendrait de l'ampleur, mais ça sera pas mondial. Ça sera pas mondial. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de force face à face, de conception du monde. Mais de conception du monde. Et l'économie planifiée d'un côté, l'économie libérale de l'autre, les contrôles de l'agriculture de l'autre, libre parole, les droits de l'homme, etc. Puis, les gens aiment la vie, on oublie. Les dictateurs sont aimés en général. César, il était surpris de voir son ami Brutus avec un couteau de lui enfoncer dans le ventre. Il avait demandé tout à Brutus. Il pensait qu'il ne montait pas. C'est très difficile d'expliquer à quelqu'un qui est au pouvoir. Attention, il y a des gens qui étaient d'accord. Il n'était pas là. S'il avait été là, donc voilà, on n'est pas tout là. Alors, si je n'ai pas répondu à la question, j'ai développé mon point devant vous, mais merci. Merci beaucoup, Marek. Je voudrais même poser 3 questions à la fin. 3 questions plein d'articles. Alors, la première question concerne l'échange que vous avez eu avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a évolué dans sa position? Est-ce qu'il n'était pas au début, au fond, une illustration? Est-ce qu'il n'a pas au début illustré votre parabole, votre frère? C'est-à-dire, plutôt que de s'envoyer des projectiles et des fusées sur la tête, insultons-nous. Est-ce qu'il n'était pas sur cette position un peu au début quand il soutenait qu'il fallait parler à Poutine? Il a été très critiqué. La deuxième question, c'est est-ce que vous considérez que Zelensky est un jusqu'au-boutiste, notamment sur la question de la Crimée? C'est-à-dire que vous dites qu'il faut parler, il dit qu'il faut parler, mais si dès le départ, les 2 protagonistes expliquent que sur la Crimée, il est impossible et impensable de céder, est-ce que c'est possible d'entamer un dialogue? Et la troisième question, elle est plus conjoncturelle. Qu'est-ce que vous avez pensé du psychodrame Poutine-Prigojine, de l'affaire, de la révolte des troupes de Wagner? Voilà. Alors, la première question, comment Macron a parlé à Poutine, c'est tout la même chose. D'abord, il faut savoir parler, mais quand on dit savoir parler, ça ne veut pas savoir parler. Ça veut dire savoir à qui on parle et comment on parle à ces quelqu'un. Moi, j'ai amené en Russie presque tous les présidents français. Pas Pompidou, Chirac, qui aimait beaucoup la Russie. Il aimait beaucoup la culture russe, et quand il était jeune, il a voulu apprendre les Russes, donc il parlait
aider sa maman pour qu'il lui trouve un professeur de russe. Elle a cherché, en fin de compte, il lui a trouvé quelqu'un, et au bout d'un mois et demi, il s'est rendu compte que c'était un Serbe qui lui a enseigné les Serbes. Il était en chômage, il dit, on vous avait besoin en russe. D'accord. C'est le même alphabet, c'est un alphabet syriaque. J'ai amené Sarkozy, j'ai amené Hollande. De Gaulle, il partageait mes idées. Pour De Gaulle, il n'y avait pas d'Europe sans la Russie. L'Atlantique, oui, sans la Russie, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'on devenait, disons, une sous-préfecture d'Amérique, parce que l'Amérique n'a pas besoin de nous. L'Amérique, c'est spécial. Vous regardez la carte, déjà sur la géographie, il y a deux océans de deux côtés, l'Atlantique et le Pacifique. En haut, c'est le Canada, jusqu'à l'Alaska, qui était russe, qui Nicolas II a vendu aux Américains. Et en bas, c'est l'Amérique latine, ils ont construit un mur, c'est fini. Ils produisent, ils consomment, ils en vendent, ils n'ont besoin de personne. Quand ils ont besoin d'argent, ils fabriquent des dollars. C'est une monnaie mondiale. Maintenant, les BRICS, les membres des BRICS pensent à une monnaie différente, peut-être, qui pourrait remplacer les dollars, ou concurrencer. Mais pour parler aux Russes, il faut, comment dire, il faut s'intéresser un petit peu à la nôtre. Je vois tous les 2 jours de jeunes venir me voir parce qu'ils ont besoin de ça, besoin de ça. Vous ne pouvez pas m'aider dans l'université, à la polytechnique, etc. Et je me rends compte de la différence. Il y a certains qui sont intéressés à savoir qui ils vont voir. C'est ça aujourd'hui, c'est le Google, c'est ça que vous savez. Toutes les informations, il est là, il n'est pas mort encore, il est marié, il s'est marié, il y a 3 mois, ils sont mariés, donc il sait à qui il parle. Et il y a ceux qui savent pas. Ils ont dit à les copains ont dit, maman, avec la terre, c'est un type bien, il pourra t'aider, il vient, vous pouvez m'aider. Qui je suis, ça s'intéresse. Et c'est ce qui se passe souvent avec nos hommes politiques. Ils n'ont pas lu la littérature russe. Vous connaissez ça. La guerre d'Algérie. L'autre jour, j'ouvre la télévision et on passe un film de la guerre d'Algérie britannique. On a fait beaucoup de films d'immersion sur la guerre d'Algérie. C'est génial. Il y a un personnage qui s'appelle Pierre Bezoukov. C'était un homme, un humaniste qui admire Napoléon, parce que Napoléon apportait la liberté à des pays comme la Pologne. Dans l'hymne polonais, jusqu'à aujourd'hui, on dit marche, marche Dąbrowski, c'est le général ami de Bonaparte. Dans les pas de Bonaparte, c'est lui qui nous a donné la liberté d'Italie. La France représentait quelque chose. Donc, Bezoukov admire Napoléon, et puis Moscou brûle. Alors il prend son revolver, il dit, il est déçu par son idole, il dit, Napoléon va passer, il va les tuer. Et Napoléon passe, il ne tue pas la Russie. C'est l'humanisme, il ne tue pas. Et il est pris prisonnier. Il se retrouve avec enchaîné à un paysan. Et il marche dans la neige. Parce que les Français, dans la retraite, vous connaissez Victor Hugo, il neigeait, il neigeait. On a appris tout ça. Voilà. Et il a faim. Et à un moment donné, il s'arrête. Et les paysans lui disent, compte. C'était compte. J'ai une pomme de terre, j'ai gardé une pomme de terre. Il sort une pomme de terre, il la casse en deux, lui donne un Bezoukov. Un Bezoukov qui a faim, il s'est précipité sur la pomme de terre, il dit non, c'est pas comme ça qu'on mange une pomme de terre.
J'ai gardé aussi quelques grains de sel. Il va chercher son mouchoir, il sort le sel et il met. Mais maintenant, mangez doucement, parce que c'est la dernière pomme de terre avant la mort peut-être. C'est ça la dose. C'est une culture. Ça s'appelle une manière d'être. Chirac, il a compris, il a laissé ça. Et il a obtenu plein de choses. Sur l'économie. Sarkozy, on peut voir, c'était l'époque où c'est Medvedev qui était le ministre des Finances, je crois. Et il a aussi obtenu pas mal de choses. Celui qui ne m'a pas écouté du tout, c'était François Hollande, qui était un type bien sympathique, gentil, par exemple, président. D'ailleurs, vous connaissez cette histoire. J'ai amené au Kazakhstan, parce que j'ai créé l'université française d'Almaty. Pourquoi? Parce que Sabine nous a envoyés à Almaty. Et là, ma petite sœur, de femme, mes parents étaient là. Moi, je prends le nez dans le soupe, ce qui est le livre, et il y a un vieux Kazakh qui m'appelle, il me dit garçon, viens ici. Et il m'a attendu, il lève jusqu'à une petite galette. Et il m'a dit, mange ton petit, sinon tu ne m'en vas pas. Cette galette ne m'a pas sauvé la vie, c'est le geste qui m'a sauvé. Dans un monde humain, il y avait quelqu'un qui avait un geste fratal. Alors un jour, Hollande dit chez moi à la maison, je dis, j'ai besoin de toi, président de la République française. Kazakhstan est le pays riche, ils ont le gaz, y compris les caviar. Tu pourrais peut-être avoir un contrat pour le TGV. C'est encore un pays vaste, très peu peuplé. Chanel n'était pas inauguré la première université française à Paris. Laissez-moi, tu m'embêtes avec tes histoires. J'ai vu la raison. Il était sensible à l'événement. On arrive à la ville, Nazarbayev, la position de l'époque, était là, à l'aéroport, sur le Karak, et il donne les cadeaux, en général, un manteau brodé or et une chapka. Qu'est-ce qu'il fait? Il est gentil. Il prend la chapka, la met sur la tête. Elle est trop grande. On lui tombe sur le lit. Elle est tout du monde. Et jusqu'aujourd'hui, quand ça va, on lui dit, je n'allais pas oublier ce que tu m'as fait. Mais, connaître l'autre, je ne parle pas à quelqu'un. Et, je ne sais pas, bon, il a des conseillers, Macron, je n'avais rien à Macron. Donc, il a compris que les Russes aimaient bien le dialogue. Dumas, Alexandre Dumas, qui faisait le dialogue, secrétaire, vicomte de Barcelone, 20 ans après, ça nourrit mon enfance. Et il est allé en Russie, il a dit, j'aime la Russie, parce qu'il n'y a pas de milieu. Ou tu es le plat, un frère, ou tu es le droit, un idiot. Alors c'est mieux d'être un frère qu'un idiot. J'ai raconté ça à Macron, et il a téléphoné à qui était très content. C'était le président occidental. Il téléphonait surtout en français, comme nous savons. Et je ne sais pas ce qui est arrivé entre-temps. Je ne suis pas dans le secret de la politique, la pression d'autres pays européens, la concurrence sur le leadership de l'Europe ou de l'OTAN. Il durcissait de plus en plus son discours, et au lieu de faire ce qu'il nous conseille Karamazov, vous avez lu les frères Karamazov de Dostoïevski, il y a un petit dialogue. Je ne vais pas oublier la question. Et petit dialogue, il y a Ivan et Alyosha. Alyosha demande à Ivan,
Yvan, mon frère, les voisins, mon mère, est-ce que je peux leur dire? Leur dit, je vais tout leur dire à condition que tu leur dises d'abord que tu es seul. Il ne faut jamais dire ça. On peut dire en plus, tu sais, j'aime la musique, j'aime la littérature, j'adore Tchaïkovski, j'adore Prokofiev, etc. Et parce que je vous adore, que je me permets de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Là, on peut tout dire. Vous avez fait un crime, etc. Dans Dostoïevski. Or, il n'a pas fait ça. Il est trop orgueilleux, le compositeur. De dire à quelqu'un je t'aime comme il n'aime pas. Et l'autre, il a compris qu'il n'aimait pas. Donc, il est allé les voir. Alors, il a mis au table de 5 et puis, c'est du théâtre. Tu ne m'aimes pas, alors je ne t'aime pas à côté de moi. Ce sont des enfantillages. Si on était plus jeune, on rigolerait. Mais c'est ça qui demande la vie des millions d'individus. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après? Il s'est durci de plus en plus et il est devenu dans la guerre verbale des hommes contre la Russie, les chefs, les leaders. Alors, on saura toujours, parce qu'il n'y a pas de secret politique, surtout quand le téléphone portable enregistre tout. On saura ce qu'il y a. La deuxième question était. Alors, j'ai ici, je comprends aussi sa situation. Il était, on dit, c'est un type intelligent. Il avait sa réputation un acteur connu. Je ne sais pas si vous avez vu ce sketch. Il y a un sketch qui m'a fait rire. Une deuxième peau en classique mis sur lui, et quand il trembla, sa peau tremble. Et il dansait comme ça, faisait rire tout le monde à la télévision. Et puis, il se présente aux élections, il avait un film ukrainien d'ailleurs, comme un acteur devenu président. Il y avait des films américains aussi comme ça, comment on devient président, de manière tout à fait inattendue. Et là, on vient vers la troisième question en même temps, la Crimée. Il y avait plusieurs guerres des Crimées. La Crimée, c'est pour les Russes un petit peu notre Alsace. Vous savez combien de guerres nous avons fait pour l'Alsace? Combien de morts? Je me souviens, c'était 55, je crois, quand c'est Pierre Leçon, c'était le Premier ministre. Voilà, donc je pense que 54 ou 55, les Allemands revendiquaient la région des Sarres. Alors lui, il appelle, parce que c'était Pierre Mendès France, donc il a dit d'accord, on va faire un référendum, on va poser la question aux habitants des Sarrebrues, sous contrôle de tout ce que vous voulez, et on leur donnera ce qu'ils veulent. Et les habitants des Sarrebrues vont voter pour l'Allemagne, ou l'être allemand, et aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Il y a des solutions pacifiques aussi, quand il s'agit des guerres. La Crimée, déjà Catherine II a conquis la Crimée sur l'Empire ottoman. Il y a les Tartares de Crimée qui sont musulmans. Vous savez, l'ambassadrice de Roumanie en France est une Tartare de Crimée installée en Roumanie. Elle est musulmane. Donc il y avait plein de guerres, constamment. Alors, l'Ukraine
comme 60% des membres de l'ONU sont des États qui n'étaient pas États avant. N'étaient pas États. Il n'y avait pas Centrafrique, la Guinée équatoriale. En Afrique, c'est le seul pays en Afrique où on parle espagnol. Extraordinaire, parce que les Espagnols ont occupé ces pays-là qui partaient à la fête des Noirs. Il y avait les Noirs, on a embarqué les Noirs pour emmener en Amérique, pour peupler l'Amérique. Et l'Ukraine n'existait pas. Il y avait un mouvement nationaliste en Ukraine à l'époque de l'Union soviétique, c'est vrai. L'Union soviétique, c'est 73 ethnies. 73 ethnies. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a. Est-ce que vous savez qu'il y a une région autonome juive en Russie aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Birobidzhan était inventé par Staline dans les années 30. À la frontière avec la Chine, sur la rivière Amour. Il fallait inventer une rivière qui s'appelle Amour. Et tout est écrit en yiddish. Et les petits Chinois, les petits Coréens qui vont à l'école apprennent les yiddish et apprennent l'alphabet juif. Aleph, Bet, Gimel, Dal. Extraordinaire. Donc, c'est une mosaïque extraordinaire. Ça veut dire si demain, Poutine, quelqu'un d'autre, devait dire à tous ces habitants de la Grande Russie, vous pouvez choisir, il y aura des guerres civiles sans fin, comme dans certains pays d'Afrique, ou au Yémen aujourd'hui, combien de milliers, de centaines de milliers de morts. Au sein de l'islam, entre les chiites et les sunnites. C'est pas simple. Moi, je ne suis pas contre les grands ensembles, mais les grands ensembles où les hommes se sentent libres. C'est pas sous les knouts, sous les fouets. Donc, c'est un problème qu'on aurait dû résoudre depuis longtemps. L'Ukraine et la Biélorussie étaient inventées à Yalta par Staline, Molotov surtout, lors de la rencontre avec Churchill et Roosevelt. Quand ils ont pensé l'ONU, c'est une belle invention, c'est la Société des Nations avant, qui n'a pas empêché la guerre à Hitler. Donc, ils pensaient à 5 membres des conseils de sécurité. Et puis Staline s'est dit, ils sont majoritaires, moi je suis seul. Il y a déjà Churchill et Roosevelt, sont 2. Après, ils vont prendre leurs copains, les gens avec qui ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes revendications. Donc il a imposé 2 pays qui n'existaient pas, 2 républiques soviétiques, l'Ukraine et Biélorussie, comme membres de l'ONU, comme membres indépendants, autonomes de pouvoir central de Moscou. Et d'un seul coup a apparu l'Ukraine. Alors, quand les nazis ont envahi l'Ukraine, alors il y avait 2 divisions de l'armée rouge ukrainiens qui sont passées des côtés allemands parce qu'ils voulaient l'indépendance de l'Ukraine. Et les Allemands leur ont promis l'autonomie de l'Ukraine s'ils gagnaient la guerre. Mais les autres Ukrainiens ont participé à la guerre. Je me souviens, j'avais 10 ans, 46, le premier anniversaire de la victoire sur le nazisme. On m'a envoyé pour donner les fleurs à Staline, et la Pravda a donné la liste des nombres de héros pendant la guerre patriotique par ethnie. Les premières c'était russes, le deuxième c'était des Ukrainiens, le troisième les Juifs.
qui ont donné le plus de vies pour la victoire sur les nazis. Donc c'est spécial. Et puis il y a des grands compositeurs comme Prokofiev, qui est né en Ukraine. Gogol, qui écrivait Les Amours, pour ceux qui ne savent pas, qui écrivait en russe, c'était un Ukrainien, et ainsi de suite. Donc, c'est pas simple de se libérer pour les Ukrainiens, de se libérer de cette présence constante. Alors, en devenant président, il a voulu couper le cordon ombilical. Et il est allé très vite. Il a interdit l'apprentissage de russe dans les écoles. C'est-à-dire que la plupart d'Ukrainiens parlaient entre eux en russe. Même si dans les petits villages, on se parlait en ukrainien. Donc d'un seul coup, on a changé, on n'avait plus le droit de parler russe. On a rétraduit Gogol en ukrainien pour qu'on puisse le lire en ukrainien. Donc, couper court toute relation culturelle, physique ou morale avec la Russie, pour donner à l'Ukraine le sentiment d'être un grand pays. C'est un grand pays, c'est 40 millions d'habitants. Qui a des savants, qui a des chercheurs, qui a des universités. Et donc, très vite aussi, il a compris que les Russes ne les laisseront pas tranquilles. Puisqu'il y avait, jusqu'il n'y a pas longtemps, un parti pro-russe au Parlement de Kiev. J'étais d'ailleurs invité chez un de ses leaders il y a 3 ans. Et puis il a compris que ça ne marcherait pas, parce que les Russes vont imposer un pro-russe comme président, et ça deviendra une sous-préfecture de Moscou. Donc il n'avait pas tout à fait tort de couper court et vite à les relations qui les liaient à la Russie. Mais pour pouvoir couper court, il faut avoir un grand frère pour vous protéger. C'est comme dans les villages le pourtour de la Méditerranée. Quand on vous attaque, il dit attends, je vais appeler mon grand frère. Il va te faire voir. Et les grands frères, c'est l'Amérique. Malheureusement, l'Europe ne pouvait pas jouer, c'est ça l'échec de l'Europe, ne pouvait pas jouer le rôle des grands frères. Elle aurait dû l'inviter à l'Europe. Alors du coup, cette guerre a fait quelque chose de terrible. Les rêves de Victor Hugo, de cette Europe de lumière, etc., a été fracassés. Il n'y a plus d'Europe. Il y a l'OTAN, une alliance militaire dirigée par les Américains. C'est la grande victoire d'Amérique. Quand on a lancé l'euro, c'était génial. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, j'étais pendant 30 ans en apatride. C'est grâce à Simone Veil qui a œuvré pour qu'on me naturalise. J'avais un passeport sur des harmonicas. Quand je sortais de France, on mettait un tampon. Quand je rentrais, on mettait un tampon. Alors, il fallait que je me fasse tamponner le passeport. Il fallait changer la monnaie. Aller en Belgique, acheter des francs belges. C'est-à-dire, on passait d'un monde à l'autre chaque fois. Et d'un seul coup, le monde s'est ouvert. L'Europe, c'était extraordinaire. Vous rentrez dans un TGV et 1h30, vous êtes à Bruxelles. Extraordinaire. 2 heures, vous êtes à Amsterdam. Extraordinaire. Et vous allez
pas grâce au train c'est pas Thalys, comme il s'appelle, qui va Thalys, c'est pour Bruxelles, qui va en Angleterre, en 4 heures, 3 heures et demie, vous êtes en Angleterre. C'est extraordinaire. Donc, on a réussi quelque chose. Et c'est quelque chose a été fracassé et remplacé par une alliance militaire. Et le problème des alliances militaires, que quand il y a une alliance militaire, il faut une guerre. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il y ait une alliance militaire. Il faut qu'il y ait un danger. Sinon, ça ne va pas. Donc, voilà un petit peu les réponses à vos questions. Si vous avez une quatrième question, elle est la bienvenue. Oui, juste le conflit avec Prigogine. Ah, Prigogine. Si vous avez alors là, c'est vrai. Une information sur le sujet. Ah bon? D'accord. Mais je vous dis franchement, je suis un conteur, donc je peux inventer une belle histoire. Prigogine, Poutine, je n'avais pas très bien compris. Au début, je pensais que c'était une stratégie intéressante, mettre Wagner en Biélorussie à 80 km de Kiev. Regardez la carte, vous verrez. Quand vous êtes à la frontière biélorusse, vous êtes à 80 km de Kiev. Hein, c'est pas aller jusqu'à Moscou pour prendre Moscou qui est imprenable. C'est à côté. Or, je me suis trompé complètement. Ça plaisait à mes copains, ma trouvaille, mais rien. Et puis on montre, notre copain Peskov montre les photos de Prigogine en face de Poutine en train de discuter, etc. C'est vrai que c'est déjà arrivé à l'époque des tsars Alexandre, où les révoltés qui ont quand même tué le tsar Alexandre après sont retrouvés au Kremlin pour négocier l'avenir de la Russie, puisqu'ils étaient tous des patriotes. Mais là, la question reste en suspens, donc je reviendrai exprès pour vous donner. Merci. Alors, le temps va très vite, le temps est vite. Nous avons une question qui n'appellera pas de réponse ici, a priori, Marek, et peut-être un avis du 30e de Armalos, qui est sur la liste noire de Vladimir Poutine. On va faire rapidement